C'est agréable de voir que même s'il fait beau, vous avez pris la peine de venir nous rencontrer. Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Lorraine Guy-Boivin, la coprésidente de cette commission de l'aménagement et du développement, de l'environnement, pardon. On a cette commission, puis des noms qui sont un peu similaires, que c'est à s'y méprendre. Et je suis aussi la présidente de l'arrondissement de Saint-Hubert. Alors, ce soir, je suis accompagnée des autres membres de la commission. À ma droite, j'ai Mme Thérèse Hudon, conseillère municipale de la ville de Saint-Bruno, qui est la coprésidente aussi de cette commission. On a M. Roger Roy, conseiller municipal de la ville de Longueuil, qui siège sur cette même commission. Mme Anne Barabé, conseillère de la ville de Boucherville. M. Alexandre Plante, conseiller municipal de la ville de Brossard, et Mme Nathalie Kirk, conseillère municipale de la ville de Saint-Lambert. Et malheureusement, il y avait une autre, pas malheureusement, là, on consulte les gens, il y a aussi Mme Monique Bastien et M. Albert Baudry qui sont membres de cette commission, mais qui ont une autre consultation là, concernant le boulevard Roland-Terrien. Et M. Groslot aussi qui siège sur cette commission-là. Je ne voudrais pas oublier personne, c'est pas agréable d'être oublié. C'est plate d'être oublié. Alors, la commission de l'environnement et de l'aménagement est responsable des dossiers traitant de l'environnement et de l'aménagement du territoire au niveau de l'agglomération. L'un de ces mandats est d'encadrer le processus de révision du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. La Commission vous souhaite donc le bienvenu à cette soirée de consultation portant sur la révision du schéma d'aménagement et de développement et de l'agglomération de Longueuil. Pour ceux d'entre vous qui étiez présents le 7 novembre dernier, lorsque la Commission a présenté l'énoncé de vision stratégique 2035 ou qui aviez déposé questions et commentaires sur le site Internet mis à votre disposition, cette soirée représente l'étape suivante du processus de révision du schéma de l'aménagement et de développement. Cette soirée de consultation publique se divisera en 4 grandes parties. Alors, il y aura le contexte de révision du schéma d'aménagement et de développement, les présentations des assises du nouveau SAD, du schéma d'aménagement et de développement, les prochaines étapes qui vont être faites et les questions des citoyens là, par la suite. Alors, il faut préciser aussi que nous sommes aux premières étapes du processus de révision du schéma d'aménagement et de développement et que cette soirée de consultation publique, qui n'est pas prévue dans le processus légal de révision, mais qui vous est proposée afin de vous entendre et de vous permettre de commenter et bonifier les grandes orientations d'aménagement que nous vous proposons dans un contexte de participation citoyenne. Alors, je vais laisser la parole. Je n'ai pas présenté mes invités, mais je vais laisser Madame Cossette, qui est la directrice de l'aménagement durable du territoire et qui est accompagnée de M. Jean Mercil, de la même direction, et de M. Jean Picotte, qui est consultant pour notre schéma d'aménagement. Alors, merci à vous trois et je vais vous laisser commencer. Je pense que c'est M. Picotte qui va... C'est moi qui vais commencer. C'est vous, là? Bon. Oui, c'est moi qui vais commencer. Excusez-moi, j'ai de la nouveauté dans ma famille, donc bien occupée. Parfait. Donc, pourquoi nous sommes ici ce soir? Il y a une loi qui nous encadre, qui est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui oblige les MRC, nous ne sommes pas une MRC mais une agglomération, à réviser notre schéma d'aménagement et de développement à tous les 5 ans. Donc, on est dans ce processus-là. Donc, mais il y a quelque chose de plus. On a déjà révisé notre schéma d'aménagement et de développement. Maintenant, on a un autre encadrement qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui encadre également tout le processus dans lequel on a à s'inscrire. Donc, on aura, nous, à se conformer dans le langage, le PMAD, là, donc le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de regarder ça avec nous, de voir exactement quelles sont les orientations. Il y a des orientations, vous allez voir, ou encore du contenu qui nous est dicté par la communauté métropolitaine de Montréal. On a le gouvernement au-dessus de tout ça. Et donc, Monsieur Mercil va présenter, en fin de compte, là, quel est cet encadrement-là. Merci. Donc,
premièrement, je ne suis pas seul à réaliser ce nouveau schéma-là. Donc, on est une bonne petite équipe là, de la direction de l'aménagement durable du territoire. Donc, moi, Jean Mercier, là, on a un consultant, Jean Picotte, mais on a aussi une équipe technique qui est chapeautée par Mme Saint-Cyr, qui n'est pas en punition, mais qui est qui prend des notes pour ce soir, pour nous ce soir. Et en même temps, la rédaction est aussi commentée, validée et enrichi par un comité technique qu'on appelle le COTAD, le COTADT, qui regroupe tous les urbanistes de tous les villiers, donc les 5 villiers de l'agglomération de Longueuil. Donc, c'est un travail d'équipe. On est aujourd'hui ce soir un premier processus, une première rencontre préalable à la rédaction finale là, du nouveau schéma d'aménagement. Donc, notre présentation ce soir par rapport au schéma va se diviser en 3 parties. Donc, je vais expliquer, je vais mettre la tuile. Pardon, le contexte légal qui encadre l'aménagement du territoire au niveau de l'agglomération. Donc, pourquoi et comment on doit faire un schéma d'aménagement. On va aussi décrire l'agglomération sommairement, juste pour vous mettre un petit portrait rapide de l'agglomération pour appuyer ce qu'on va proposer. Et finalement, on va vous présenter la première démarche, la première étape qu'on appelle les orientations d'aménagement et le concept d'organisation spatiale, qui sont comme les pierres d'assises de notre rédaction du reste du document. Donc, ce soir, on veut faire valider avec vous, partager avec vous ce qu'on pense qui sont les enjeux prioritaires de l'agglomération et voir si vous désirez les bonifier, les actualiser ou en donner d'autres. Donc, après ça, à partir de ça, on va pouvoir commencer à rédiger le schéma de façon officielle cet été. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un schéma d'aménagement? Parce que c'est un outil qu'on ne sert pas souvent, qu'on n'entend pas souvent parler. On parle beaucoup plus de zonage pour la plupart des populations. C'est le zonage qui est le premier document qu'ils ont en référence quand on parle d'outils d'urbanisme. Donc, le schéma, c'est un document de planification qui établit les grandes lignes directrices de l'organisation spatiale et physique du territoire d'une agglomération. Donc, c'est les grands principes d'aménagement au niveau régional. Donc, on est à haute altitude. On n'est pas vraiment au terrain ou comme au zonage, mais on est plus haut. C'est les grands principes, les grandes orientations d'aménagement. Et c'est pour ça que ce soir, c'est la première étape importante. C'est ça qui va encadrer le reste de la planification, autant aux villes, dans les arrondissements, mais aussi au niveau de l'agglomération. Et ça permet de coordonner les choix, les décisions qui touchent l'ensemble des villiers d'une agglomération, d'une MRC, les ministères et leurs mandataires et leurs partenaires. Donc, c'est un genre de contrat social aussi qui existe, qui lie les différents ministères avec l'agglomération, comme le ministre doit approuver le schéma d'aménagement. Une fois que le ministre a approuvé le schéma d'aménagement, c'est comme Québec qui approuve le document. Donc, théoriquement, les interventions qui relèvent des différents gouvernements, le MTQ ou peu importe le ministère, mais ils se trouvent liés avec les assises du schéma d'aménagement. Donc, c'est un document qui est important à ce niveau-là. Un schéma, un contenu, ce qu'on appelle obligatoire et facultatif. Et dans le contenu obligatoire, on a ce qu'on appelle les orientations d'aménagement, donc les grands principes d'aménagement, les affectations de sol, les grandes où on met du résidentiel, on met du commercial, on met de l'industriel. Le document complémentaire qui sont un normatif minimal à respecter, qu'on va voir plus tard dans le processus de révision. Et finalement, le plan d'action qui détermine chacune des actions prioritaires à céduler sur un espace-temps avec les partenaires pour s'assurer que le plan est mis en valeur, donc est mis en œuvre, et pas seulement mis sur une tablette. Le schéma, il y a plusieurs choses de planification sur le territoire. Tantôt, je parlais de zonage, qui est vraiment au niveau le plus local possible, au niveau des villes, mais ça commence au niveau provincial. Donc, Québec, à chaque période de temps, émet ce qu'il appelle des orientations gouvernementales. Donc, c'est des grands principes qu'on doit respecter. Donc, Québec a son niveau, qui sont les orientations. Les communautés métropolitaines, la strate inférieure, donc chez nous, c'est la CMM. Donc, eux, ils ont un plan métropolitain d'aménagement et développement, donc qu'on doit respecter. Au niveau des MRC agglomérations, ce qu'on appelle un schéma d'aménagement, on est ici pour ça ce soir. Et au niveau local, on a le plan d'urbanisme et règlement de zonage, donc c'est ce que vos villes, après ça, devront adopter pour se conformer au schéma d'aménagement. Donc, tantôt, je parlais d'orientation gouvernementale. Donc, en fin de compte, c'est les grandes attentes des différents ministères en fonction, entre autres, là, ça peut être des stratégies d'urbanisation visant à limiter les coûts de développement, les coûts aussi de services de la population par rapport à un étalement, un urbanisme qui est pas assez dense, en titre d'exemple, qui vise aussi à diversifier, une diversification sociale et amélioration de la qualité de vie des citoyens. Donc, certains ministères, comme la santé publique, visent un peu cet objectif-là. Le renforcement des pôles économiques, ça, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce qui désire que nos pôles économiques soient complémentaires et dynamiques. La mise en valeur des activités agricoles, ça, c'est le MAPAC, le ministère des Affaires de l'Agriculture du Québec, qui s'assure
que le territoire agricole est mis en valeur, donc il n'est pas une terre en jachère, donc pour nourrir le Québec. Puis la nouvelle politique provinciale là, sur la souveraineté alimentaire rentre dans cette perspective-là. Et la protection mise en valeur des milieux naturels, donc le MDDEFP, le MRN aussi, le ministère des Ressources naturelles, c'est un peu aussi ce qui vise là, comme orientation, donc s'assurer qu'on met en valeur notre territoire sous à des fins naturels et environnementaux. Après ça, le PMAD de la CMM, comme Mme Cossette disait, donc, qui est adopté, entre en vigueur, on doit s'y référer. Et il y a comme 3 grands éléments du PMAD qui sont importants pour nous. Tout le chapitre d'aménagement, donc d'orienter l'aménagement avec le transport, surtout le transport collectif. Toutes les notions de transport, d'avoir un réseau de transport des marchandises et des personnes qui soit efficace et optimal sur le territoire. Et aussi tout l'aspect environnemental, donc de préserver, de mettre en valeur le territoire, tout ça pour assurer une certaine compétitivité et une attractivité du territoire métropolitain, que nous, on va pour le moment décaler au niveau régional et après ça, les villes au niveau local. On a aussi ce qu'on appelle, on doit aussi se fier ou se baser sur ce qu'on appelle le plan quinquennal de développement de la conférence régionale des élus de l'agglomération de Longueuil. Donc, ça regroupe tout, donc c'est la CRE qu'on appelle, donc en fait un plan quinquennal avec des actions, donc on doit s'y conformer parce que le volet de développement de notre schéma d'aménagement doit référer à ces éléments-là. Et il y a aussi d'autres plans et politiques de planification qui sont en cours d'élaboration ou actuels, ou d'autres même qu'on n'a pas nommés, mais qu'on a pris en considération, qui sont entre autres tout le plan stratégique de développement économique Longueuil, peut-être pour le volet plus commercial et économique du territoire. Le réseau de transport de Longueuil donc, prépare présentement son plan stratégique de développement pour les prochaines années. Donc, compte tenu qu'on va beaucoup parler de transport collectif, donc c'est important d'en tenir compte. Le plan de mobilité de transport de l'agglomération Longueuil qui est en cours d'élaboration, donc tout l'aspect mobilité, donc des déplacements des personnes et comment le territoire est aménagé pour faciliter ou encourager le déplacement. Donc, c'est un élément qui va être pris en considération. Et tantôt, on va parler un peu d'orientation par rapport au transport, à la mobilité, mais elle sera bonifiée quand le PMT, ce qu'on appelle, on a beaucoup d'initiales, d'acronymes en urbanisme, vous avez remarqué ça. Donc, quand le PMT va être complété, on pourra bonifier à ce moment-là, en conséquence, ce qu'on va vous proposer ce soir comme orientation. Et finalement, le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, qu'on commence seulement à élaborer. Donc, ça fait environ un mois qu'on a un consultant qui commence à faire ça. Donc, ça va aussi teinter éventuellement toutes nos décisions au niveau agricole. En quelques lignes de territoire, parce qu'on planifie pour un territoire existant, donc pour une population, pour des activités économiques. En gros, l'agglomération, c'est 5 villes. Donc, si on part d'en bas, donc on a Brossard, Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville. Et dans Longueuil, on a 3 arrondissements qui sont Greenfield Park, Vieux-Longueuil et Saint-Hubert. C'est environ 284 km² de superficie. Et présentement, on est environ à 400 000 habitants au niveau de l'agglomération. Présentement, il y a environ 175 000 logements, donc unités d'habitation sur le territoire. Et globalement, le territoire est à 20 logements à l'hectare, qu'on appelle. C'est sûr que ça tient compte. Donc, les secteurs des fois souvent plus anciens, donc plus centraux du territoire, ou plus près des points de transport collectif importants, sont un peu plus denses. Donc, on voit que dans le Vieux-Longueuil, donc on voit que dans les secteurs plus ici, donc plus dans le Vieux-Longueuil, c'est plus dense un petit peu parce que c'est des quartiers qui sont plus anciens. Et les quartiers plus récents, bien, souvent avec un urbanisme qui était plus des rues en courbe ou des espaces plus grands, donc un peu moins denses. Sur le territoire, l'agglomération, ce n'est pas une agglomération de dortoirs. Il y a quand même près de 160 000 emplois sur le territoire. On a plus de 11 000 entreprises du secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est le secteur des bureaux et des services. Donc, c'est nos plus grands... la plupart de nos emplois, c'est près de 80 c'est bien, je pense, c'est ça? C'est 80 Près de 80 des emplois de l'agglomération sont dans le secteur tertiaire et environ 20 2700 entreprises qui sont dans le secteur manufacturier, donc plus les entreprises de manufacture, donc les parcs industriels traditionnels qu'on voit sur le territoire. Et en gros, le territoire est divisé environ 40 à des fins résidentielles, 32 à des fins agricoles, donc le tiers de l'agglomération est en zone agricole. Et il y a environ 12 actuellement des espaces qui sont protégés à des fins naturelles au niveau de l'agglomération. C'est sûr qu'il peut en avoir plus sur le territoire, mais au niveau de l'agglomération, seulement les gros principaux sont identifiés. Ça peut arriver qu'au niveau local, dans les villes, qu'il y ait des espaces plus petits qui soient identifiés, qui n'apparaissent pas au schéma d'aménagement. Donc, pour moi, plus que 12 du territoire qui est protégé en ce moment-ci. La population, il fait saillant, donc comme on doit planifier, vous avez sûrement vu dans les journaux que c'était Longueuil 2035, le schéma d'aménagement, donc on a une vision 2035 qu'on a présentée en novembre passé, donc on doit planifier en fonction de ce qui s'en vient, donc un peu vers les projections. Donc présentement, on s'aperçoit que la population de l'agglomération vieillit, comme le reste du Québec, donc on voit surtout que le ratio, donc le nombre d'enfants
diminue par rapport au nombre de personnes de 65 ans et plus. Donc, il y a plus de personnes âgées maintenant que d'enfants. Le ratio, donc le 1 sur l'autre, fait en sorte qu'on voit qu'il y a plus de personnes âgées que de jeunes enfants maintenant sur le territoire. La population de 65 ans et plus a augmenté de 22 % au cours des 10 dernières années. C'est pas rien. Et l'âge médian de la population donc, a pris pratiquement 1,5 ans là, au cours des 10 dernières années. Donc, on voit que, comme le reste du Québec, on a une tendance au vieillissement de la population. C'est ça a un impact sur le type de logement plus tard, le type de services que les gens vont attendre de leur ville par après. Donc, les tailles de ménage diminuent. Donc, et par le fait même, le nombre de ménages d'une seule personne ou de personnes seules augmente en conséquence. L'immigration est en hausse continuelle. En 2011, il y avait 70 000 personnes de l'agglomération qui étaient d'origine immigrante. Donc, on voit quand même, tantôt j'avais dit qu'il y avait pratiquement 400 000 personnes dans l'agglomération. Donc, on peut pratiquement, c'est quasiment une personne sur 5 qui est issue de l'immigration. Peut-être une sur 6 plutôt. La scolarité, elle est plus élevée que la moyenne québécoise. On est quand même, notre main-d'œuvre, on a un bon bassin de main-d'œuvre à cause de ça, parce qu'on a une main-d'œuvre qui est qualifiée, donc on a une population qui est très scolarisée. Les revenus personnels sont plus hauts que la moyenne provinciale aussi. Et il y a quand même 9 % des familles qui vivent sous le seuil de la pauvreté sur le territoire d'agglomération. C'est sûr que c'est plus dans les secteurs centraux que se retrouvent ces personnes-là. Donc, le seul outil qu'on avait présentement pour les projections démographiques, c'est ce qu'on appelle, c'est un scénario du ministère des Transports du Québec qui était basé sur les données de recensement de 2006, je pense. Donc, il devrait être actualisé bientôt parce que le nouveau recensement est arrivé. Mais pour le moment, c'est la donnée qu'on avait. Donc, on prévoit d'ici 2031. Donc, nous, c'est 2035, mais à 4 années près, on peut présumer que les données sont quand même assez exactes. Donc, 15 %, une hausse de 15 % de la population qui est anticipée par le MTQ. Donc, on passerait de 390 000 ménages environ à 462 000 nouveaux populations. Et en ménage, on verrait qu'on augmenterait durant la même période de 160 000 ménages à environ 213 000 ménages. Donc, il faut anticiper peut-être la création d'environ 54 000 nouveaux logements pour accueillir cette population-là d'ici 2031. Et je vais laisser passer la parole maintenant à M. Picotte qui va vous présenter les orientations d'aménagement qui sont proposées pour le nouveau schéma d'aménagement. Bonjour. Alors, les orientations vont vous être présentées sous forme de concept d'organisation spatiale. Donc, ça va toujours être à partir de plans qu'on va vous localiser sur le territoire, les éléments qui nous amènent à vous proposer des orientations. Ces orientations-là sont regroupées sous 6 thèmes. Alors, successivement, vous allez voir qu'on parle de sujets qui sont liés à l'aménagement, à l'environnement, au transport, à l'agriculture, à l'économie et au milieu de vie. Alors, le territoire, vous voyez que par rapport au plan qu'on vous a présenté, on a fait tourner un petit peu le territoire. Lui est orienté avec le nord à droite. Là. Alors, vous voyez en haut le fleuve et l'autoroute 30 qui est parallèle au fleuve, là, qui est à l'est du territoire. Et comme le disait tantôt Jean, là, à partir de la gauche, vous avez les villes de Brossard, Saint-Lambert en haut, Longueuil au centre, Saint-Bruno et Boucherville. Et chacune de notre territoire, en fait, est franchi par les grandes autoroutes qui mènent vers les ponts qui nous amènent vers Montréal. Alors, le concept d'organisation spatiale, le premier élément qu'on voit, c'est un peu comme l'ossature, en fait, du développement de notre territoire. Ce sont ce qu'on appelle les corridors structurants de transport collectif. Alors, le premier objectif qu'on se fixe dans notre proposition, c'est d'améliorer l'efficacité du transport collectif en augmentant la part modale du matin à 30 %. Ça veut dire qu'il y aurait 30 % des gens qui, à la pointe du matin, utiliseraient le transport collectif pour se déplacer, soit sur le territoire de l'agglomération ou interrive, donc en allant vers Montréal. On vous précise que dans le moment, en fait, selon les dernières données qui datent de 2008, origine-destination, 2011, 2008, que la part modale du transport collectif est de 24 % actuellement. Donc, l'objectif, c'est de faire croître jusqu'à 30 %. Alors, pour réussir à atteindre cet objectif-là, on va devoir améliorer l'offre et la qualité des services sur notre territoire. Le premier élément, c'est le trait rouge qu'on voit apparaître, c'est l'axe du boulevard, pas du boulevard, mais du pont Champlain ou du futur pont. Donc, c'est l'aménagement éventuel du SLR dans cet axe-là qui permettra d'aller à Montréal avec des stations qui iront jusqu'au quartier 10-30, avec un système léger sur rail plus performant que le système actuel.
On a ensuite ce qui est prévu, le prolongement du métro à partir de la station Longueuil, Université de Sherbrooke actuelle, qui se rendrait jusqu'à l'intersection des boulevards Roland-Terrien et Jacques-Cartier, donc à l'endroit où le palais de justice est situé. On a ensuite, en fait, le train de banlieue actuel qui dessert déjà notre territoire avec des gares à Saint-Lambert, à Saint-Hubert, Longueuil et à Saint-Bruno. Ce qui est prévu, c'est éventuellement, selon les disponibilités, avoir un service qui serait plus complet sur ce corridor-là. Et finalement, figure au plan métropolitain un nouveau corridor qui pourrait voir, sur lequel pourrait voir le jour un autre service de train de banlieue qui, lui, se dirigerait vers Richelieu, Chambly, qui est dans l'axe du boulevard Maricourt, à l'endroit où une voie ferrée a été abandonnée. Mais c'est un projet qui est très, très embryonnaire pour le moment. Alors, cette amélioration-là de la part modale transport en commun se fera aussi non seulement en améliorant les liens interrives, donc on ne veut pas penser juste aux gens qui vont travailler à Montréal, il faut aussi améliorer les liens intra-agglomération de façon à ce que ce soit plus facile d'aller des différentes portions du territoire, notamment pour les gens qui vont travailler dans nos parcs industriels ou dans les pôles commerciaux dont on vous parlera tantôt. Alors, le premier élément, c'est l'implantation d'un SRB, c'est-à-dire un service rapide de bus sur le boulevard Taschereau, de la limite de la ville à la prairie jusqu'à la place Charlemagne, donc sous forme de voie réservée, un service plus efficace pour boucler, en fait, entre le réseau du SLR et le métro, notamment. Et ensuite, un autre réseau important qui va permettre de boucler, mettons, à la dernière station de métro du Palais de justice jusque vers 10h30. Ça veut dire un système aussi rapide par bus dans le boulevard Roland-Terrien qui permet d'aller à la zone aéroportuaire, traverser la route 116 et éventuellement boucler par le biais d'un boulevard Moïse-Vincent à devenir jusqu'à la station de SLR du quartier 1030. Autre bouclage qui permettrait en fait aussi d'améliorer les mouvements vers la ville de Boucherville, c'est un lien entre le boulevard Taschereau et Boucherville par le biais du boulevard Jacques-Cartier et du boulevard de Mortagne, par encore une fois un réseau de services rapides par bus. Et autre élément de notre objectif, c'est d'améliorer l'intermodalité et l'intégration des réseaux actifs. Ce qu'on vous présente, c'est le transport collectif, mais il est important de dire qu'on va encourager aussi par d'autres moyens qu'on vous présentera tantôt la mobilité active, c'est-à-dire que les gens puissent se déplacer par bicyclette et à pied aussi, autrement que pour des raisons récréo-touristiques, là, mais qui puissent aller vers les pôles d'emploi plus facilement en utilisant ces moyens de transport. Autre orientation, assurer l'arrimage entre l'aménagement durable du territoire et la planification du transport en commun. Alors, une fois qu'on a créé l'ossature de nos réseaux de transport collectif, il faut s'assurer qu'on va se servir de ces corridors-là et de ces points d'accès au transport collectif pour attirer nos nouveaux projets de développement. Donc, on va identifier nos corridors structurants, ce qu'on vient de faire par nos tracés en pointillés blancs, et des points d'accès. Alors, les points d'accès, ce sont les bulles blanches qui apparaissent. Vous en voyez qu'il y en a des plus grosses et des plus petites. Les plus grosses sont ceux qui sont des points d'accès soit au métro ou au SLR ou au train de banlieue, donc qui ont une capacité de rétention plus importante. Donc, on parle d'un périmètre habituellement d'un diamètre de 1 km, c'est-à-dire que les gens à l'intérieur de ce pôle d'1 km-là peuvent facilement se rendre être attirés par ce service à grand volume de transport collectif. Les points un peu plus petits sont ceux qui sont situés sur les corridors de SRB, là, de réseau par autobus. Alors, ces points d'accès-là, on va identifier des principes de design pour ces quartiers, les quartiers qui viendront se construire à proximité de ces choses-là. On parle souvent de quartiers TOD, là, de Transit Oriented Development. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'à proximité de ces points d'accès-là, on ait des quartiers plus denses, qui va permettre d'attirer des gens qui viendraient résider là parce que le transport collectif efficace est disponible, donc qui limiterait les déplacements par automobile. Autre objectif, diriger au moins 40 des nouveaux logements vers les corridors de transport collectif et ses points d'accès. Alors, l'ossature qu'on vous présente avec nos points d'accès,
Comme je le disais, on veut essayer d'attirer les nouveaux projets de développement à cet endroit-là. Alors, on chiffre l'objectif et c'est concordant aussi avec le plan métropolitain, c'est-à-dire qu'à l'avenir, dans les prochaines années, 40 des nouveaux permis de logement qu'on va émettre sur l'ensemble du territoire de l'agglomération devront être dirigés vers ces points d'accès au transport collectif de façon à venir nourrir ces réseaux-là pour que les gens puissent en profiter. C'est donc dire qu'on va avoir une densité plus forte à proximité de ces projets-là, de ces points d'accès-là. Quand on parle de densité, parce qu'on va promouvoir ces TOD-là, on va définir des principes d'aménagement et il y aura des seuils minimums de densité qui vont être prévus pour ces points-là. Seuils de densité qui vont être plus élevés plus on est près des réseaux de transport et des points d'accès. Et il y a un élément important, et on le précise ici, qu'on devra respecter les caractéristiques des quartiers existants. Alors, si on a un point d'accès à un réseau de transport collectif important qui est situé dans un endroit entouré de terrains vacants à développer, il est évident qu'on aura à ce moment-là des densités plus fortes parce qu'on sera dans un milieu complètement vierge. Dans des cas où on a des stations de métro ou des gares de train de banlieue comme à Saint-Lambert ou dans les futures stations de métro à Longueuil qui seront implantées dans les quartiers résidentiels existants, alors on essaiera de profiter de l'augmentation de la densité, mais tout le temps tenant compte des caractéristiques des milieux. Ça veut dire qu'on ne viendra pas implanter des tours de 15 étages dans un quartier résidentiel unifamilial. Alors, on sera conséquent. L'augmentation de la densité se fera de façon raisonnable et en tenant compte des quartiers existants et de la population existante. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle les milieux de vie. Ce qui apparaît à ce plan-là, ce sont les quartiers résidentiels. Alors, on voit qu'en dehors de nos grands réseaux de transport collectif, ce qui apparaît en trame jaune et brune ou beige et brune, ce sont une simulation un peu des densités résidentielles. Alors, plus la couleur est faible et pâle, plus la densité est faible, et plus les couleurs sont foncées, plus la densité est forte. Alors, pour le moment, dans tous les quartiers résidentiels construits, comme on le disait tantôt, la densité est plus forte dans les quartiers plus anciens, qui sont à proximité du fleuve, à proximité, par exemple, de Place Charlemagne, donc des réseaux de transport collectif, et elle diminue à mesure qu'on s'en va vers la périphérie, tant vers Brossard que Boucherville, que vers Saint-Bruno de Montarville. Alors, ces principes de densité-là décroissante vers les périphéries vont demeurer. Alors, même si on essaie d'augmenter la densité à des points d'accès au transport collectif, on va continuer à avoir une densité qui sera respectueuse, en fait, des caractéristiques des différentes villes et des différents quartiers de l'agglomération. Alors, on va optimiser l'occupation du territoire en dehors de ces grands corridors-là. Et ça se fait déjà depuis quelques années. Là. Les nouveaux quartiers, les quartiers résidentiels qui sont construits depuis 5, 7, 8 ans n'ont pas du tout l'allure qu'ils avaient de ceux qui ont été construits dans les années 60-70. Les terrains sont moins grands. On retrouve plus de mixité de logements, des condos, et non pas uniquement de la résidence unifamiliale. Alors, on va continuer dans cette tendance-là qui est déjà implantée. Et on aura des densités qui seront établies selon les nouveaux besoins. Autre objectif, concevoir des milieux de vie diversifiés. Alors, le territoire tel qu'il a été développé, sauf dans les quartiers très anciens, c'est des territoires qui, par les effets du zonage, sont très compartimentés. C'est-à-dire qu'on a des quartiers résidentiels, des artères commerciales, des grands pôles commerciaux, et les gens ont souvent obligation de se déplacer en auto pour se rendre, aller chercher les services qu'on retrouve. Alors, vous voyez déjà qu'on va favoriser le déplacement par le transport collectif, mais en même temps, on va vouloir aussi, dans les nouveaux quartiers qui vont se développer, favoriser la mixité des fonctions urbaines et une cohabitation harmonieuse. On va favoriser la mixité sociale dans les nouveaux quartiers qui vont se développer et on va élaborer une politique de logement social et abordable et diversifier l'offre de logement, tant dans des types de logements que dans la tenue de logement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est des quartiers plus urbains où on aurait, dans un périmètre plus restreint, on offrirait aux citoyens un choix de logement sans avoir à dire si je veux rester dans un logement pour famille de 5 pièces, je devrais nécessairement aller dans le quartier extrême. Si je veux avoir une résidence unifamiliale, je vais devoir aller là. Alors, dans des nouveaux quartiers mieux planifiés, on aura l'opportunité d'avoir des choix tant sur la typologie des logements qui seront accessibles à différentes tranches de la population, de façon à avoir des quartiers
plus multifonctionnel et plus mixte, un peu comme on retrouve en fait dans des quartiers plus urbains et non moins sur une typologie de banlieue dortoir comme on retrouve plusieurs de nos quartiers. Autre objectif, concevoir des quartiers à l'échelle humaine. Alors, on veut optimiser les réseaux piétonniers et cyclables dans les nouveaux quartiers anciens. Alors, on l'a dit tantôt, favoriser le transport collectif, mais aussi dans des distances raisonnables. On veut que les gens aient l'opportunité de se déplacer à vélo ou à pied, et notamment pour se rendre au travail, aux études, etc. Alors ça amène de promouvoir des designs de rue qui favorisent un meilleur partage de la chaussée pour le transport actif et collectif et tenir compte des spécificités des quartiers lors des projets de requalification. Requalification, ça veut dire que c'est des quartiers anciens qu'on a besoin à un moment donné de faire du redéveloppement ou de changer ou d'améliorer des choses. Par exemple, dans une rue qu'on décide de refaire, il faut refaire les égouts, l'aqueduc et le pavage. On ne prend pas pour acquis que les rues vont être refaites comme elles étaient faites avant, au moment où tout le monde voyageait par automobile. Alors, on va concevoir des rues qui vont encourager l'implantation de pistes cyclables, etc., pour que les gens puissent se déplacer plus facilement s'ils n'utilisent pas les automobiles. Le design des nouveaux quartiers, ça va être la même chose aussi. On a eu des époques dans les années 70-80 où les quartiers résidentiels étaient faits un peu comme des quartiers fermés, là, avec des trames de rue où on pouvait à peu près s'y retrouver, qui ne favorisent pas le transport collectif parce que les autobus ne peuvent pas passer au travers. Souvent, il n'y a même pas de collectrice qui permet de pénétrer les quartiers et où les gens ont besoin de marcher des grandes distances pour sortir du quartier ou pour se rendre à un arrêt d'autobus, etc. Donc, un design de rue qui va favoriser les déplacements actifs au détriment des déplacements de l'automobile. On arrive ici au concept d'organisation qui traite des pôles à consolider. Alors, ce qu'on fait apparaître, en fait, sur le plan, nos taches orange et rouge indiquent ce qu'on appelle nos pôles structurants. Alors, c'est des pôles d'activité où on retrouve différents types, en fait, d'affectation. Alors, les pôles orange, ce sont des pôles multifonctionnels. Les pôles multifonctionnels, ça veut dire que dans un même périmètre, on a plein d'activités différentes. On a de la résidence, on a des bureaux, on a des commerces, on peut avoir des activités d'enseignement, etc. Alors, le plus gros qu'on voit tout en haut, à l'entrée du pont Jacques-Cartier, c'est la place Charlemagne, donc le secteur de la station de métro, où on a un pôle vraiment multifonctionnel qu'on essaie de créer sur une tête, en fait, de transport collectif. Les autres importants qu'on a qui vont se développer, en fait, au cours des prochaines années, c'est celui Panama qui va prendre de l'ampleur au moment où le SLR permettra d'y installer une station. Chevrier, la même chose, où on aura une station de SLR. Les autres, en fait, vous voyez que tous ces pôles-là, multifonctionnels, se retrouvent au point d'accès au transport collectif que je vous disais tantôt. Alors, la gare de train de banlieue de Saint-Lambert, la gare de train de banlieue de Longueuil-Saint-Hubert, notre système SRB d'autobus et le prolongement du métro dans l'axe Roland-Terrien, on a des pôles qui vont se retrouver là. Et ceux qui sont identifiés par une couleur plus rouge, c'est des pôles multifonctionnels à dominance commerciale. Alors, on les reconnaît rapidement, là, le quartier, le pôle commercial 10-30, les promenades Saint-Bruno et à Boucherville, le Carrefour Rive-Sud et le complexe 2020. Alors, c'est des pôles où c'est d'abord l'activité commerciale qui prédomine, mais où on veut avoir d'autres activités. À 10-30, il commence à avoir de l'habitation qui s'implante carrément dans le projet. C'est le genre de multifonctionnalité qu'on veut encourager. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'assurer la vitalité et la complémentarité des pôles et des axes économiques par des affectations multifonctionnelles, par des planifications particulières qu'on va faire pour que ces pôles-là se développent selon nos objectifs et par des critères d'aménagement serrés. Je souligne, avant de changer de plan, je le montre ici, mais vous ne le voyez pas. OK, c'est correct. Le boulevard Taschereau, en fait, qui n'est pas un pôle multifonctionnel, mais qui est une artère, un corridor, en fait, multifonctionnel important. Le boulevard Taschereau, en fait, on va avoir de la planification particulière qui va être faite parce que c'est une artère qui est appelée à être requalifiée, c'est-à-dire que sa fonction commerciale est déjà en mutation depuis l'ouverture de 10-30 et les opportunités qui vont se présenter, en fait, par éventuellement la fermeture de certains commerces ou de certains centres commerciaux, on voudrait les remplacer par d'autres activités, c'est-à-dire qu'implanter graduellement de la résidence de plus forte densité pour venir alimenter les commerces existants, peut-être aussi graduellement changer le type de commerce, avoir des commerces de proximité pour les résidents qui viendraient s'installer,
encore une fois, parce que ce sera le long d'un corridor de transport collectif important. Autre objectif, valoriser les quartiers existants par des projets de revitalisation, de requalification. Alors ça va devenir de plus en plus important au cours des prochaines années parce que, à un moment donné, d'ici peut-être une dizaine d'années, dépendant du rythme de développement qu'on aura, il y aura de moins en moins de terrains vacants à développer. Alors, on va s'assurer d'avoir, en fait, une plus longue longévité pour assurer l'accueil de nouveaux résidents, notamment par l'augmentation de la densité dans nos pôles, mais aussi en faisant du redéveloppement dans les quartiers anciens. Alors, il y a des quartiers qui sont, je dirais, avec des résidences qui sont rendues à terme ou de moins bonne qualité, de telle sorte qu'il se fait graduellement, en fait, des démolitions et de la reconstruction. Alors, ça se fait et on devra identifier les terrains structurants à redévelopper. Ça se fait des fois dans des terrains individuels, d'autres fois, c'est des opportunités comme à Longueuil. Une des usines de Pratt & Whitney qui a été fermée et démolie, là, ce qu'on appelle le pôle Roland Terrien, près de la rue Saint-Charles. Alors, c'est un immense terrain qui devient maintenant disponible pour du redéveloppement et qui va faire l'objet d'une planification particulière pour atteindre les objectifs dont on parlait tantôt. Alors, c'est les opportunités dont on devra profiter pour faire du redéveloppement à même nos quartiers anciens. Autre objectif, protéger, mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et archéologique d'intérêt. Alors, on va assurer la conservation et la mise en valeur des sites identifiés. Les sites identifiés, on les voit, nos petits cercles pointillés. C'est les noyaux villageois qui apparaissent déjà au schéma qu'on va conserver. Alors, les noyaux villageois du vieux Saint-Lambert, du vieux Longueuil, du vieux Boucherville, du vieux Saint-Hubert et de Saint-Bruno de Montarville. Alors, ces noyaux-là, anciens, apparaissent déjà au schéma. Il y a déjà des normes et chacune des villes peut aussi développer des moyens de conservation. Il y a toute la question des vestiges archéologiques qui sont déjà aussi contrôlés dans le schéma qu'on va poursuivre. Et on va éventuellement évaluer l'opportunité de déterminer de nouveaux territoires d'intérêt patrimonial. Alors, les noyaux villageois réfèrent en fait aux quartiers les plus anciens, là, donc des quartiers du 17e, 18e siècle. 19e. Et là, on est en train de considérer qu'il y a probablement des quartiers construits au 20e siècle qui vont devenir des quartiers d'intérêt. Donc, des quartiers qui ont été développés dans les années 50, 60 commencent à avoir un intérêt. Et quand il y a des transformations des résidences existantes dans ces quartiers-là, souvent les citoyens réagissent en disant bien, ils viennent détruire l'apparence ou l'uniformité de ces quartiers-là en construisant ou en transformant tellement les maisons qui donnent une apparence de maisons contemporaines dans des quartiers qui sont plus anciens. Alors, on va évaluer l'opportunité de peut-être élargir, en fait, des moyens de contrôle dans des quartiers de ces époques-là. Les pôles institutionnels, on ne fait apparaître que les plus structurants, c'est les points bleus qui viennent d'apparaître. Alors, c'est important de les indiquer parce que dans l'agglomération, on a déjà des établissements importants à caractère d'agglomération ou régional et même métropolitain qui sont installés sur notre territoire. Alors, on a en fait dans notre pôle Place Charlemagne, le pôle universitaire et du collège du Cégep Champlain et d'autres universités aussi qui ont déjà des antennes dans le secteur de Place Charlemagne. On a le pôle de la santé qu'on appelle dans le secteur de l'hôpital Charlemagne sur Tachereau, qui regroupe d'abord l'hôpital, mais aussi plusieurs cliniques qui sont situées autour. Et dans le pôle Panama, à Brossard, le campus du Cégep Saint-Jean-d'Iberville, là, il y a vraiment beaucoup de monde qui ne le savent pas, mais qui sont installés dans une tour à bureaux, mais qui ont quand même une implantation importante. Du côté de Longueuil, on a évidemment le Cégep, le collège Édouard-Montpetit et le pôle institutionnel à l'intersection Roland-Terrien et Jacques-Cartier, avec le palais de justice, l'hôpital Pierre-Boucher et d'autres équipements institutionnels, et l'École nationale d'aéronautique, d'aérotechnique, qui est située dans la zone aéroportuaire. Les objectifs qui sont situés par rapport à ça, c'est répondre aux besoins de la population en matière d'équipements de santé, scolaire et de services administratifs. Et ça, on va le faire en intégrant les besoins des organismes aux enjeux de planification. Ça veut dire que quand on planifie des nouveaux quartiers, il faut tenir compte des besoins en services éventuels de base, aussi bête que de prévoir une école si on arrive dans un secteur où il va y avoir une population suffisante et à des distances trop éloignées des écoles
existantes. Alors, c'est s'assurer, comme on le disait tantôt, que la vie de quartier soit possible tout le temps dans des périmètres raisonnables, soit à distance de marche ou à vélo, pour éviter que les gens aient tout le temps à se déplacer pour aller chercher les services dont ils ont besoin. Évidemment, s'il y a des projets de nouvelles installations institutionnelles, ça veut dire que si nos gouvernements, à un moment donné, décident d'installer sur notre territoire des équipements publics importants, ce sera à nous de les diriger vers les nouveaux projets, vers le long des corridors et des points d'accès au transport collectif. Alors, on ne voudrait pas, par exemple, avoir, je ne sais pas, un bureau du ministère du Revenu qui ira s'installer le long de l'autoroute 30 si ce n'est pas desservi par le transport collectif, s'il y a 300 emplois qui se trouvent dans ces bureaux-là. Alors, ça sera à nous à définir l'envergure des équipements qu'on vise et à s'assurer aussi qu'à la réglementation, on ait des règles d'implantation de ces équipements-là pour s'assurer qu'on ne peut pas les mettre n'importe où, mais qui viendront contribuer à nourrir nos pôles multifonctionnels qu'on va localiser le long de nos corridors de transport collectif. Pôle d'affaires et d'emploi industriel. Alors, les taches mauves qui viennent d'apparaître réfèrent en fait à nos parcs industriels. Jean l'a dit tantôt, nos parcs industriels, on y retrouve beaucoup d'activités manufacturières, mais aussi des activités tertiaires, selon les vocations de ces parcs-là. Alors, successivement, le long de la 30, en partant de Brossard, on a le pôle Mat, donc le parc industriel de Brossard qui est situé le long du boulevard Mat. Le long de la 30, on a un autre parc industriel, un autre pôle industriel qui va, en fait, de l'autoroute 10 aller jusqu'à la route 116, donc à la fois dans Brossard et dans Saint-Hubert, en bordure de l'autoroute 30. On a ensuite le grand périmètre de la zone aéroportuaire, où on inclut à la fois l'aéroport, mais tous les terrains vacants qui restent autour de l'aéroport. Et dans Saint-Bruno, l'écoparc industriel qui vient d'être, dont on vient de commencer, en fait, le développement qui est contigu à la zone aéroportuaire, et l'autre parc industriel de Saint-Bruno qui est situé de l'autre côté de l'autoroute 30, et la plus grosse tâche, qui est le pôle Longueuil-Boucherville, qui est le grand parc industriel qui est à la fois dans Boucherville et Longueuil, de part et d'autre de l'autoroute 20, qui est un des plus gros, en fait, qui est le plus important pôle d'emploi dans l'agglomération et un des grands pôles d'emploi sur le territoire de la communauté métropolitaine. Alors, l'objectif relié à nos pôles d'emploi, c'est d'optimiser les zones industrielles existantes pour pallier à la rareté de terrains industriels. Alors ça va venir plus vite que pour les terrains résidentiels. On va manquer plus rapidement de terrains à des fins industrielles. Il y a même certaines villes qui sont déjà en pénurie de terrains industriels. Alors, pour ce faire, on va cibler les zones industrielles qui pourraient faire l'objet de requalification, le même principe que pour nos zones résidentielles tantôt, et on va définir des principes et des critères d'aménagement, de telle sorte que dans des parcs industriels, on a des vieux parcs industriels où on a des terrains immenses, souvent occupés par des industries qui se sont gardées beaucoup de terrain à des fins de développement éventuel qui n'est jamais venu. Alors, encore une fois, il faudra profiter des opportunités si jamais il y a des fermetures d'usines, qu'on ne souhaite pas, mais on pourrait remplacer, en fait, ces bâtiments-là par une densité plus importante sur ces terrains-là, de façon à profiter des terrains dans ces quartiers, dans ces parcs industriels-là. Autre objectif, favoriser les projets novateurs à forte densité d'emploi et à faible impact sur les infrastructures publiques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'industries qui veulent s'implanter sur notre territoire qui ne sont pas nécessairement intéressantes pour une ville. C'est-à-dire qu'il y a des industries, des fois, qui viennent prendre des grands terrains, qui créent peu d'emplois et qui amènent de la pression sur les infrastructures municipales. Des fois, c'est en ayant des besoins en eau potable trop grands ou des rejets en eau usée trop importants ou qui amènent de la circulation lourde trop importante. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir des principes d'aménagement et d'accueil des industries mieux ciblés de façon à accueillir les industries qui auront des effets positifs. Et ça veut dire intégrer peut-être éventuellement même la notion de densité d'emploi au schéma, comme pour la densité résidentielle, pour dire on viendra accueillir des industries qui prendront du terrain, mais on veut qu'il y ait des emplois. Là. S'ils viennent, c'est un centre de distribution qui prend un immense terrain, puis qu'il y a 10 employés qui travaillent là-dedans, puis qu'il y a 300 camions par jour qui circulent, c'est peut-être pas un choix pertinent. Donc, on veut mieux encadrer l'implantation des nouvelles industries sur notre territoire. En terminant sur la question de nos pôles économiques, il y a la question de l'aéroport. Donc, on veut assurer la mise en valeur de l'aéroport
D'abord en la positionnant en complémentarité avec les autres aéroports du territoire de la communauté métropolitaine, donc y trouver une vocation qui convient et qui est viable, et aussi s'assurer de respecter les fonctions limitrophes sensibles, évidemment. Donc, assurer un équilibre entre la vitalité économique de l'aéroport et la quiétude des citoyens limitrophes. C'est facile à dire comme ça ce soir, là, mais c'est pas... Bon, on complète avec les axes de déplacement. On a beaucoup parlé du transport collectif. Mais on convient qu'il y aura toujours du déplacement par véhicule et notamment du déplacement, le transport des personnes et des marchandises. Alors, comme on est, je dirais, très bien desservi par un réseau autoroutier qui traverse notre territoire, il est évident que le transport de ces transports par véhicule et par camion est très important sur notre territoire. Alors, on va viser à compléter les axes de transport structurants pour un développement optimal du territoire, les déplacements des personnes et des marchandises. Donc, on va cibler les points de congestion, les tronçons routiers et les échangeurs manquants ou à améliorer. On va adopter un plan de mobilité de transport, j'en ai parlé, c'est presque terminé cet exercice-là. Ça va vraiment venir camper de façon plus précise toute la question du transport. On va définir un réseau artériel d'agglomération. Il y a un réseau artériel métropolitain qui est sur le point d'être complété. Alors, on va suivre avec le réseau d'agglomération. Et on va désenclaver le territoire pour une meilleure accessibilité piétons-cyclistes. Ça veut dire faire des liens éventuellement au-dessus ou au-dessous de ces barrières-là qui sont les grands réseaux autoroutiers qui vont venir, qui compliquent en fait le raccordement de nos réseaux piétonniers ou cyclables. Un élément important à souligner, parce que tantôt j'ai parlé du boulevard Moïse-Vincent qui est éventuellement à construire. Il ne faut pas tenir compte il ne faut pas prendre pour acquis que c'est le réseau autoroutier qui doit servir à nos déplacements sur notre territoire. Oui, on peut le faire, mais c'est un réseau qui est déjà surchargé par la circulation de transit. On doit donc s'assurer d'être pratiquement autonome sur notre territoire pour les déplacements entre nos divers quartiers et entre nos diverses villes, pour éviter que les citoyens aient à faire des détours et aller sur un réseau autoroutier surchargé pour se rendre d'un secteur à l'autre de la ville. Le boulevard Moïse-Vincent est un exemple. C'est un boulevard qui permettrait, avec son raccordement avec le boulevard du Quartier, d'ailleurs, à Brossard, par un viaduc au-dessus de l'autoroute 10, qui permettrait vraiment de faire un lien majeur de Brossard, aller jusqu'à la zone aéroportuaire et en se regardant Roland-Terrien, là, d'alimenter plusieurs quartiers. Et l'absence de tels liens sur notre territoire fait en sorte qu'on est obligé d'emprunter le réseau supérieur qui est surchargé. Et je ne crois pas que le ministère des Transports va tout le temps ajouter des voies à ces autoroutes juste pour desservir, en fait, la circulation qui devrait être locale et non pas sur les autoroutes. Autre élément important, on va s'assurer de limiter les nuisances sonores et visuelles qui sont générées par les infrastructures de transport. Alors ça, c'est autant pour, malheureusement, les infrastructures existantes, mais surtout pour les infrastructures à venir. L'étude d'impact qui avait été faite pour le boulevard Moïse-Vincent indiquait clairement les endroits où il y aurait des impacts sonores et indiquait les mesures de mitigation qui étaient prévues pour s'assurer d'avoir des impacts limités sur les citoyens à proximité. C'est des choses qu'on fera aussi pour la planification des nouvelles infrastructures routières sur le territoire de l'agglomération. Je passe à la zone agricole. Alors, vient d'apparaître, en fait, dans la zone périphérique, en fait, entre l'autoroute 30, grosso modo, et les limites de notre agglomération. Toutes les taches brunes qui viennent d'apparaître, c'est le tiers de notre territoire qui est zoné agricole. Alors, l'objectif, c'est de remettre en culture au moins 480 hectares de terre en friche, soit 10 % du territoire cultivé, à des fins de remise en culture. Alors, on comprend que dans notre zone agricole, elle est importante, mais c'est surtout dans Boucherville et dans Saint-Bruno que les terres sont cultivées, un peu à Brossard aussi, mais dans la partie, je dirais, de Saint-Hubert, de l'arrondissement de Saint-Hubert, il y a beaucoup de terres qui sont en friche. Alors, le plan métropolitain de la CMM indique déjà qu'il veut favoriser la remise en culture des terres. Je pense que c'est 6 % sur l'ensemble du territoire de la CMM. Nous, on se fixe un objectif de remise en culture de 10 % des terres qui sont actuellement en friche. Ça implique de faire du remembrement de terres agricoles qui ont été subdivisées dans les années 50 et 60.
Ça implique de réaliser le projet de l'éco-territoire 21 qui est en cours et de mettre en place des incitatifs éventuels pour encourager cette remise en culture. Autre élément important à souligner pour la zone agricole, c'est qu'on va encourager les pratiques innovantes limitant les impacts négatifs sur l'eau et le sol. Alors, les zones agricoles sont souvent perçues comme des zones qui polluent, en fait, souvent, surtout les cours d'eau, que ce n'est souvent pas des activités qui sont compatibles avec les zones urbaines à proximité. Alors, ce qu'on va vouloir faire avec notre zone agricole au moment où on va faire de la remise en culture, c'est qu'on veut s'assurer que ça se fasse de façon durable et aussi compatible avec la proximité des zones agricoles et surtout qu'on puisse conserver les bandes riveraines, les boisés, les milieux naturels d'intérêt qui sont situés en bonne partie dans nos zones agricoles et non pas qu'on viendra tout couper pour faire de la culture à grand déploiement. Alors, on va compléter la présentation avec tout l'aspect des espaces naturels d'intérêt. Alors, on a un objectif chiffré qui est de protéger 18 du territoire à des fins de protection et de mise en valeur des milieux naturels d'intérêt. La CMM, encore une fois, dans son plan métropolitain, vise à protéger 17 du territoire de la communauté métropolitaine. Ça veut dire qu'il y a nécessairement des villes qui vont en avoir plus que d'autres. Chez nous, on a déjà 12 qui sont protégés. Les grands espaces qui apparaissent dans nos taches vertes, alors, on a le boisé de Brossard qui est situé complètement à gauche, le parc national du Mont-Saint-Bruno, le parc national des îles de Boucherville et à travers ça, des boisés importants, le boisé de Boucherville, le boisé du Tremblay, le parc nature Michel-Chartrand à Longueuil. Donc, des espaces qui apparaissent déjà à notre schéma d'aménagement et qui, depuis l'adoption du plan de conservation en 2005, sont déjà protégés sur notre territoire. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter. Si on passe de 12 à 18, on augmente de 50 en fait. C'est quand même un objectif important. Ça sera probablement des espaces plus petits, mais on va devoir les identifier, ces espaces-là, pour augmenter et éventuellement acquérir ou conclure des ententes de servitude de préservation avec les propriétaires privés, de façon à assurer une préservation de ces espaces-là. On va aussi définir des mesures de protection et de mise en valeur adéquates, ce qui apparaît déjà à notre schéma d'aménagement, et définir des usages compatibles à la protection et à la mise en valeur de ces espaces. Alors ça, c'est souvent un dilemme qu'on a avec les gens du ministère, le MDDEP, où ils veulent faire souvent uniquement de la protection. Nous, on veut faire de la protection, mais dans des endroits aussi qui s'y prêtent, faire de la mise en valeur, donc rendre des espaces accessibles pour que les gens puissent en profiter, y aller, en assurant la préservation de ces espaces-là, mais qu'on puisse aussi en profiter. Et sur la question des corridors de milieux naturels, on veut protéger, mettre en valeur les villages, les paysages identitaires. Alors ça, on a du travail à faire, ça va apparaître au plan d'action. On va identifier les paysages d'intérêt métropolitains et régionaux. Alors, quand on parle de paysages d'intérêt, ça peut être les vues qu'on a sur le fleuve et sur Montréal, ça peut être les vues qu'on a sur les îles de Boucherville, les vues qu'on a sur le Mont-Saint-Bruno ou la zone agricole à partir de l'autoroute 30. Alors, il y a un travail d'identification à faire, d'analyse pour identifier les endroits qui nous apparaissent vraiment, qui identifient bien le territoire de l'agglomération. Et il y aura nécessairement des mesures de protection et de mise en valeur qui seront mises pour éviter que ces paysages-là disparaissent. Il y a un élément qui est apparu sur le plan, là, qui sont les trames pointillées qui rejoignent en fait nos grands espaces. Là. On l'a à la limite de notre territoire vers Carignan et aussi entre le parc national, les deux parcs nationaux. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de créer des corridors forestiers ou des corridors, des liens entre ces grands espaces-là. Alors, c'est quand même... la CMM en fait mention. Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, c'est déjà quelque chose qui est travaillé par Nature Action depuis quelques années. Donc, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir des liens. Ça ne veut pas dire que ce sera des choses nécessairement de grande dimension, mais qu'on puisse, soit que les humains puissent se déplacer ou que la faune puisse se déplacer entre ces grands espaces naturels-là. Alors, c'est des choses qui vont devoir être travaillées de façon à graduellement acquérir ou réserver des espaces pour qu'on puisse éventuellement faire des liens entre nos choses. Et aussi, évidemment, mettre en valeur certaines composantes des milieux naturels dans une perspective récréo-touristique. Alors, on va identifier un réseau vert et bleu d'agglomération en essayant de s'intégrer à celui de la CMM. Donc, la CMM vise à avoir un réseau métropolitain vert et bleu.
donc en tenant compte à la fois des milieux naturels et aussi du fleuve et d'autres éléments de ce type-là. Alors, on va favoriser l'accès aux rives, au fleuve et autres cours d'eau d'importance, notamment la rivière Saint-Jacques et la rivière Au Pin à Boucherville. Bon, protéger, mettre en valeur les rives littorales et plaines inondables, ça apparaît déjà. On vient de voir le trait qui apparaît le long du fleuve Saint-Laurent. C'est malheureusement un fleuve où les accès sont limités et où on le perçoit plus difficilement à cause de l'autoroute, mais on veut graduellement aussi avoir un réseau continu le long du fleuve sur l'ensemble de l'agglomération et joindre ça éventuellement aussi avec les autres réseaux structurants comme celui qui apparaît ici, qui est la route verte, en fait. On a déjà des réseaux importants qui apparaissent sur notre territoire. On veut le consolider pour mettre en valeur nos attraits et aussi venir combler les tronçons manquants entre les différentes villes pour qu'on puisse, sur l'ensemble de l'agglomération, passer d'une portion de territoire à l'autre dans des réseaux qui sont de qualité égale. Alors, en conclusion, le concept qu'on vous a présenté se ramène en fait à 6 orientations qui regroupent les 6 thèmes dont je vous avais parlé tantôt. Alors, ce qu'on vise, c'est avoir une agglomération à l'aménagement durable du territoire axée sur une utilisation rationnelle de l'espace. Alors ça rejoint ce qu'on disait tantôt, la densification, le redéveloppement des quartiers existants, le développement des pôles. Une agglomération dotée d'une vision environnementale intégrée, assurant ici un équilibre entre le développement urbain et la mise en valeur des écosystèmes. Alors, on ne fait pas que de la protection, on ne fait pas que du développement urbain, on fait les deux en équilibre. Troisième orientation, on veut avoir une agglomération dotée d'axes de transport structurants permettant une gestion optimale de tous les modes de transport. On va continuer à utiliser l'automobile, mais on veut favoriser l'utilisation du transport collectif et des déplacements actifs. Quatrième orientation, une agglomération dotée d'une agriculture priorisée et mise en valeur de façon innovante, viable et saine pour l'environnement et les citoyens. Une agglomération à l'économie diversifiée axée sur des pôles d'emploi complémentaires dynamiques. Et finalement, une agglomération composée de milieux de vie de qualité et valorisant le développement culturel, social et communautaire. Je laisse Jean vous présenter les prochaines étapes. Oui, donc, comme on disait tantôt, ce soir, c'est la première étape préalable à l'élaboration du nouveau schéma. Donc, après vous avoir écouté, échangé tantôt, donc on va commencer donc cet été, cet automne. Donc, on va rédiger le schéma en tant que tel. Donc, le processus qui est devant vous, qui est présenté, c'est celui qui est prévu par la loi. Donc, la loi encadre le processus de révision d'un schéma. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. On n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se fait. Donc, après l'avoir rédigé, donc, on vise une adoption fin 2014, à l'hiver 2014, donc au début de l'hiver, du premier projet de schéma. Donc, le processus était un peu complexe, mais on doit adopter un premier schéma d'aménagement, un premier projet de schéma, qu'on doit acheminer au ministre responsable, qui est le MAMRO, donc le ministère des Affaires municipales et de la Région et de l'occupation du territoire, qui le transmet à tous les ministères du Québec et à la CMM pour faire des commentaires, des avis. Donc, on reçoit ce qu'on appelle un avis ministériel et on doit corriger ou bonifier le premier projet de schéma en conséquence. Et là, on va l'adopter une deuxième fois, donc on va adopter un second projet qui va être la première version, qui va être amendée, qui va être bonifiée. Donc, on vise probablement en juin 2014 d'adopter ce second projet-là. Et en septembre 2014, donc au retour des vacances, faire une séance de consultation publique officielle donc sur le nouveau schéma d'aménagement. Et suite à la consultation publique, donc à l'hiver, donc en décembre 2014, on adopterait le schéma final, donc la version définitive du schéma d'aménagement. Et pour une entrée en vigueur, donc quand on transmet le document au ministère, il y a 120 jours, donc 4 mois pour faire ses recommandations, ses avis. Donc, si tout va bien, au printemps 2015, le schéma devrait être en vigueur. Et après ça, chacune des villes liées aura 2 ans pour conformer ces règlements municipaux au nouveau schéma d'aménagement, donc leur plan d'urbanisme et les différents règlements d'urbanisme. Donc, théoriquement, ils auraient jusqu'en 2017 pour conformer les règlements, mais on va faire pression pour le faire le plus rapidement possible parce que le ministre a hâte que les différentes municipalités de la CMM aient leur réglementation conforme pour que le PMAD soit officiellement appliqué là, sur l'ensemble du territoire de la CMM. Donc, ça fait le tour pour nous ce soir. Alors, merci beaucoup, M. Mercil. Merci, M. Picard, Mme Cossette.
Alors, j'imagine que là, on est rendu à la période de questions du public. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous avez, que vous pensez là, qui pourraient bonifier notre schéma d'aménagement, vous êtes les bienvenus à vous présenter au micro. Vous donnez votre nom et la ville de là où vous demeurez. Présentez ce projet-là, Oui. Puis vous l'aviez retiré, puis là, vous le ramenez. Bien, en fait, il était retiré. L'étape où on était rendu, boulevard Moïse-Vincent, c'était l'étape de présentation de l'étude d'impact pour avoir les autorisations du ministère et du bureau Du BAP. Du BAP, pardon, oui, d'audience publique sur l'environnement. Alors, ce projet-là a été retiré à ce moment-là, sauf qu'à la planification du territoire, il apparaît toujours. Donc, il a été retiré parce qu'à ce moment-là, il a été décidé de ne pas aller de l'avant immédiatement. Je ne vous dis pas à quel moment on devra aller de l'avant, mais il est évident, pour les raisons que j'ai expliquées tantôt, que ce boulevard-là va devenir nécessaire aussi. Est-ce qu'il aura l'ampleur, est-ce qu'il ressemblera exactement à ce qui avait été présenté à ce moment-là? Je ne sais pas, mais il y aura nécessairement un lien routier à faire entre le quartier 10-30 et la zone aéroportuaire, grosso modo, de façon à venir développer et assurer le développement des quartiers qui restent à développer dans ce secteur-là. Bon. Ce soir, c'est une assemblée d'information et de consultation. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que le prolongement du métro, je suis d'accord pour qu'il se fasse, mais selon moi, ça devrait suivre le chemin de Chambly jusqu'à la gare de Saint-Hubert, plutôt que prendre l'axe Roland-Terrien, puis ensuite faire le boulevard Moïse-Vincent. Enfin, contourner l'aéroport et faire le boulevard Moïse-Vincent. Parce qu'on parle aussi dans le schéma d'aménagement d'intermodalité entre les différents systèmes de transport. À Laval, c'est ça qu'il y a. Je crois qu'il y a une des stations du métro qui croise le train de banlieue. Si ça suivait le chemin de Chambly, ça pourrait aussi croiser le train de banlieue. Tandis que là, il n'y a pas de raccordement avec le train de banlieue. Concernant le prolongement du métro, il y a des études en cours avec l'Agence métropolitaine de transport. Donc, il y a des spécialistes qui, au moment où on se parle, se penchent en fin de compte sur le tracé qu'on appelle le plus optimal possible. Chemin Chambly, tout comme vous le soulignez, a déjà été sur la planche à dessin. Donc, c'est un tracé, notamment en raison de l'achalandage et tout ça, qui n'a pas été retenu. Donc, le boulevard Roland-Terrien était un boulevard qui, d'un côté, pouvait recevoir, en termes d'achalandage nouveau, en regard notamment des projets de développement dont on parlait tout à l'heure. Donc, de nouveaux projets de développement, de l'achalandage plus. Donc, ça permettait à ce moment-là, ce corridor-là était plus optimal. Mais les conclusions vont être déposées là, tout prochainement. Si je comprends bien, le nouveau tracé, c'est pour permettre du développement plutôt que pour desservir la population actuelle. Il fallait l'actuel et le futur. Donc, c'est une double combinaison des deux, si on veut. Attendez un peu. Concernant le boulevard Moïse-Vincent, qui serait au nord de l'autoroute 30, enfin, qui irait du boulevard Grande Allée jusqu'au boulevard Sir Wilfrid Laurier, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y aurait un viaduc qui enjambe le boulevard Sir Wilfrid Laurier puis qui va rejoindre Clairvue? Il partirait de l'autoroute 10, là. En fait, dans la partie de Brossard, mettons, Grande Allée, c'est la limite entre Brossard et Longueuil. Oui. Bon, dans la partie Brossard, il y a déjà, je ne sais pas si ça s'appelle le boulevard du Quartier, probablement. Le boulevard du Quartier, il est déjà fait à moitié. Donc, le boulevard Moïse-Vincent, lui, il y a une petite portion de fait qui se raccorde directement dans l'axe du boulevard du Quartier. Donc, pour le territoire de Longueuil, il partirait de Grande Allée, il longerait l'autoroute, mais pas collé sur l'autoroute, là, un peu en arrière de l'autoroute, et il s'en va jusqu'en arrière des promenades Saint-Bruno.
Et en arrière des promenades, bien là, ils contournent les promenades et il y aurait un viaduc qui permettrait de passer au-dessus de la route 116 de façon à arriver dans les zones aéroportuaires. Et de telle sorte que, comme il est aligné avec le boulevard du Quartier, il y aurait éventuellement aussi un viaduc au-dessus de l'autoroute 10, de telle sorte qu'on viendrait désenclaver un peu aussi le quartier 10-30. Là. On viendrait ajouter un accès au quartier 10-30 par le biais de ce boulevard-là. Donc, à partir de Grande Allée, les gens pourraient tourner vers le boulevard du Quartier et se rendre de 10-30, encore une fois, sans emprunter l'autoroute. Donc, si on parle boulevard du Quartier, Moïse-Vincent, parce que ce serait le même, comme il est taxé, là, si c'était sur le même territoire de la ville, il y aurait le même nom. Là. Alors, on comprend que le boulevard du Quartier, il part du chemin des Prairies, là, donc presque à l'extrémité de Brossard, et il se rendrait jusqu'au boulevard Vauquelin. Pardon? Même Matt. Ah oui, c'est vrai, maintenant, il sera à Matt. Donc, il part du boulevard Matt, puis il se rendrait jusqu'à la zone aéroportuaire, à l'intersection de Clairvue. Oui. Le boulevard Moïse-Vincent, c'est ça, il passerait derrière les parcs industriels de Saint-Hubert, puis le parc industriel Gérard Leclerc, puis derrière les promenades Saint-Bruno. Oui, c'est ça. Bon. Actuellement, il y a un boisé tout le long à cet emplacement-là. Oui. Le boisé serait détruit pour écoutez, passer le boulevard Moïse-Vincent. Ce qu'on a indiqué tantôt dans nos objectifs, vous l'avez bien compris, là. Tu sais, quand on dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut faire du développement urbain en équilibre avec la protection des milieux naturels. Les grands espaces importants ont déjà été négociés avec le ministère du Développement durable, le MDDEP, lors du plan de protection de conservation de 2005. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on aura du développement, on va analyser le territoire et on va voir à s'assurer, en fait, de faire le développement en tenant compte. Je pense qu'on peut dire que ce boisé-là ne sera pas conservé de façon intégrale si on y passe un boulevard, mais on va s'assurer de voir s'il y a des portions de ce territoire, de ce boisé-là qui doivent être conservées pour faire le développement en conséquence. Alors, il ne figure pas aujourd'hui comme un espace à conserver à 100 % et l'étude d'impact qui avait été présentée à ce moment-là indiquait qu'il pouvait y avoir des secteurs qui pouvaient être conservés, mais que le boulevard pouvait passer à l'intérieur de ce boisé-là, parce que même si c'était un secteur boisé, ce n'était pas un boisé qui était d'intérêt exceptionnel, comme par exemple le boisé du Tremblay, où il y aurait eu des milieux humides, la rainette, etc. Alors oui, il va y avoir du développement urbain, mais de façon sensée, je dirais, mais il ne faut pas penser que ce boisé-là pourrait être conservé à 100 % si le boulevard Moïse-Vincent est réalisé. Mais aussi, j'aimerais rajouter que présentement, nos services sont en train de refaire une caractérisation des milieux humides sur tout le territoire. Il y en a eu une en 2005. On considère qu'en 2013, il est le temps qu'on refasse une autre étude pour vraiment caractériser nos milieux humides et nos zones de conservation. Ça fait qu'on est très sensible aux milieux humides et à nos boisés. Mais on a une étude qui date de 2005, donc Mme Saint-Hilaire a demandé qu'il y ait qu'on ait justement un nouveau plan de conservation qui soit mis à jour. Concernant le boulevard Moïse-Vincent, il y a l'autoroute 30, il y a les parcs industriels, il y a le boisé où il y aurait le boulevard Moïse-Vincent, puis ensuite il y a des résidences. Enfin, ça fait un espace entre les résidences et les parcs industriels. C'est quelque chose que... Attendez un instant. Dans le plan de mobilité, à la page 16, on parle des espaces boisés. On dit que les espaces boisés contribuent à la réduction des gaz à effet de serre, GES, participent à l'absorption et à la filtration des particules polluantes dans l'air, réduisent les îlots de chaleur urbains et favorisent l'infiltration des eaux de pluie, contribuent à la préservation de la biodiversité, contribue à l'amélioration de la qualité de vie des résidents, régénération
de l'air, détente, rencontre, barrière naturelle contre les nuisances sonores. Ça veut dire qu'on rajoute, c'est ça, un boulevard, puis d'autres nuisances sonores, puis d'autres. Enfin, ça s'ajoute à l'autoroute 30. Ça fait encore une voie. Bon. J'ai perdu le fil. Vous avez d'autres commentaires? Ou s'il y a d'autres personnes, peut-être vous laissez le temps de retrouver vos commentaires. S'il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Je vais revenir avec un autre point. Bien, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres gens, d'autres citoyens qui aimeraient intervenir? Il y a madame aussi. Monsieur déjà qui était rendu. Oui, bonsoir. Je m'appelle Alain Boss, de l'arrondissement Vieux-Longueuil. J'étais venu en novembre déjà à une présentation. Je trouve que c'est spectaculairement bien fait. Puis aller tout droit et aller de l'avant avec ce projet-là, c'est intelligemment fait. Puis on voit où on s'en va. Puis ça fait du sens. Alors je trouve que vraiment, là, c'est vraiment bien comme vision d'ensemble. Et puis ça s'intègre avec le PMAD. Puis on dirait que chaque élément a été soigneusement pensé. En tout cas, moi, je suis vraiment enthousiaste. Comme en novembre, je trouve que c'est un beau projet, puis on s'en va vers quelque chose qui fait du sens. C'est très bien. Alors, je vous félicite, puis merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Parce qu'il y a d'autres, je pense, madame voulait intervenir. C'est pas parce que j'ai rien contre vous, là, M. Aubin. C'est juste que pour laisser la chance un peu au... Il y avait monsieur, madame. Ça vous donne le temps, M. Aubin, de préparer vos commentaires, vos questions qui sont toujours appréciés. Oui. Donc, bonjour. Moi, c'est Caroline Rivet, coordonnatrice au développement pour le Comité Logement Rive-Sud, organisme qui est aussi membre de la Coalition pour la défense des droits de logement et le développement de logement sur l'agglomération de Longueuil. Donc, je vais débuter un peu par les mêmes propos que monsieur avant. J'ai aussi une formation en urbanisme, puis je trouve que les visions que vous présentez sont très intéressantes, très bien illustrées. Puis, dans mon cas, particulièrement, l'intégration d'une politique sur le développement de l'intégration et le développement de logements sociaux et abordables, je trouve ça très bien. C'est pas fait partout. Donc, à ce niveau-là, je vous félicite pour l'ensemble. Et je voudrais vous offrir la collaboration de notre organisme, là, si ça vient à ça, puisqu'on existe depuis 35 ans. On travaille partout sur la Rive-Sud, tant au niveau du Code du logement, de la salubrité et du développement là, de nombreux projets. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vous laisserai ma carte avec mes coordonnées, puis je vous laisse là-dessus. Alors, merci beaucoup, Mme Rivet. Et je pense que vous étiez présente au mois de novembre. Est-ce que c'est possible? Non, parce qu'il y avait des gens je pense, de votre comité ou de qui ont soulevé, là, justement, qui ont assisté. Au niveau de la coalition, mais du comité logement en tant que je suis passée. Probablement de la coalition. Si je me souviens qu'il y avait eu des gens qui avaient fait des interventions lors de la rencontre, et c'est avec ça qu'on avance en préparant la vision avec des commentaires et avec des consultations comme celle-là. Merci. Oui, monsieur. Bonjour. Je voudrais tout d'abord... Excusez, c'est Louis Duhart. Je suis résident de Longueuil depuis 29 ans. Monsieur Louis Duhas? Oui, Vieux-Longueuil. Je veux tout d'abord vous... Excusez-moi. Tout d'abord, vous féliciter sur le processus en tant que tel de consultation publique. C'est très bien. Anciennement, on n'avait pas ça, puis il y a encore beaucoup de villes où les consultations ne se font pas. C'est très bien de pouvoir être impliqué. Alors, merci beaucoup. Je veux également vous féliciter pour l'emphase que vous donnez sur... excusez-moi, je suis anglophone, je cherche des fois mes mots en français. Vous pardonnerez aussi les anglicismes. De restreindre l'étalement urbain, de réduire la dépendance automobile, c'est des bonnes choses qu'il faut faire. Alors, continuez là-dessus, c'est très bien. Je vois que sur le schéma qui vient de disparaître, voilà. Donc, on voit que l'autoroute 30 sert de périmètre urbain. C'est fantastique. Déjà, on a vu une explosion de développement à Brossard avec la ville qui s'est rapprochée de l'autoroute 30. C'est bien de voir que ça va se freiner là pour protéger les zones agricoles. Alors, pour ça, je vous félicite. Maintenant, à propos de la consultation en tant que telle,
je vous supporte à 100 000 à l'heure, continuez. Mais je suis un petit peu inquiet. Tout d'abord, la consultation, si je ne me trompe pas, et corrigez-moi si je me trompe, a été annoncée sur le site web de Longueuil il y a 5 ou 6 jours. C'est un délai, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est à 5 jours d'avis. Je compte 14 personnes ici présentes pour une agglomération de 400 000. C'est une participation un peu décevante. Je comprends que de votre bord, il y a une limite à ce que vous pouvez faire, puis je ne vous accroche pas là-dessus. C'est encore aux citoyens de vouloir s'impliquer, mais je pense une meilleure implication au niveau des médias sociaux et un petit peu plus que 5 jours d'avis, ça serait bien pour essayer d'encourager les jeunes à participer, la population en général à participer. Ce n'est pas 14 personnes ici qui vont décider l'avenir de la ville de Longueuil, de l'agglomération de Longueuil. Ensuite, sur les points concrets, je vais essayer d'aller rapidement. Le boulevard Taschereau, et je dirais même l'autoroute Taschereau entre l'hôpital Charlemagne et le métro Longueuil, c'est une erreur des années 60 qui sépare la ville en deux, qui est bruyante, qui est problématique. Et je sais qu'elle est là et on ne peut pas faire grand-chose avec actuellement. Mais moi, ce que je vous propose, lorsque l'autoroute, ça serait le temps de la reconstruire ou de la réparer d'ici 10, 15, 20 ans, moi, je vous proposerais de descendre l'autoroute au sol, de démolir la partie surélevée qui est laide, qui cause du bruit. Vous remarquerez, les gens à la ville qui savent les figures d'économie et tout ça, que les zones périphériques sont sous-développées. Il y a beaucoup de zones abandonnées parce qu'il n'y a personne qui veut s'installer à côté d'une autoroute surélevée. Alors moi, je vous proposerais de descendre l'autoroute au niveau du sol, construire un boulevard urbain avec pistes cyclables, avec trottoirs élargis, des arbres, de l'éclairage LED, tout ça, et d'implanter un système, un LRT, un système léger sur rail, en milieu ou à la limite, au moins, un service de bus rapide. L'autoroute, écoutez, ça ne peut plus rester là. Je suis résident du secteur, c'est épouvantable. Bref. Troisième point, je voudrais juste vous poser une question à propos des systèmes rapides par bus, qui, d'ailleurs, il y en a un qui se fait actuellement sur le boulevard Roland-Terrain, et je vous félicite, c'est excellent. Est-ce que, quand vous parlez de SRB, est-ce que vous parlez de lignes peinturées sur le sol, dans le fond, de voies réservées, ou est-ce que vous parlez vraiment, comme qui se fait en Colombie, par exemple, de chaussées physiquement séparées, avec multiples entrées, vous payez à l'avance, avec des lumières synchronisées pour permettre l'avance de l'autobus, un vrai SRB, ou est-ce que c'est vraiment juste une voie réservée? J'applaudis quand même la voie réservée, c'est un pas dans la bonne direction, mais quand vous parlez de SRB à gauche puis à droite, est-ce que c'est un vrai SRB ou c'est juste une voie réservée? Je peux y aller. Je suis très contente des commentaires que j'entends pour le boulevard Taschereau. C'est un dossier qui est très important pour nous. C'est un dossier sur lequel on planche depuis bien des années. Et toute la partie surélevée, dans le cadre notamment de différentes études qu'on a fait au cours des dernières décennies, là, on a demandé notamment au MTQ de remettre la structure tout comme pour permettre justement le redéveloppement là, aux abords de ce boulevard-là. Donc, dans le cadre du schéma, ce genre de commentaires-là qui sont apportés par les citoyens souvent nous appuient en fin de compte dans les représentations qu'on a à faire au niveau notamment des différentes instances gouvernementales. Donc, merci pour votre commentaire. Le système rapide de bosse, là, c'est pas juste, en fin de compte, une emprise peinturée. Il y a un nombre d'arrêts qui est limité. Il y a également du nouveau mobilier. Il va y avoir vraiment une signalisation particulière. C'est le premier, c'est vraiment notre première intervention. Vous avez vu justement dans le cadre de la présentation tout à l'heure de M. Picotte ici, où est-ce qu'on a parlé qu'il y a d'autres artères, notamment Taschereau. Il y a également, on avait 2, 3, Jean-Cartier de Mortagne. Donc, c'est le premier. Il ne sera pas parfait parce qu'on le fait par tronçon. Il y a une planification de 2013. Il y a également de nouvelles, il va y avoir des corridors autres là, qui vont être faits pour 2014. Mais oui, ça va davantage dans le sens de ce que vous parlez. Excellent, merci, vous me rassurez, c'est bien. Oui. Un petit complément d'information. Par rapport à Taschereau, juste pour compléter ce que Mme Cossette a dit, c'est que présentement, il y a un comité d'axe qu'on appelle qui a été mis en place par l'AMT en début d'année. On sait, je crois que c'est un comité qui va de l'autoroute 132 à Longueuil jusqu'à l'autoroute 132 à Sainte-Catherine.
Donc, il regroupe toutes les deux MRC, deux agglomérations MRC, les villes, les différentes, le MTQ, l'AMT, les différents organismes de transport collectif, que ce soit le RTL ou le CIT Richelieu. Et l'idée, c'est de développer une vision commune de l'aménagement du boulevard Taschereau et aussi de la vision commune de la mobilité sur Taschereau. Comment on voit l'aménagement d'un système de transport collectif efficace sur le boulevard Taschereau. Donc, on commence à travailler. Donc, la CMM aussi elle fait partie de la démarche. Donc, l'idée, c'est le premier grand corridor de la CMM qui va être analysé de la sorte. Donc, on va sortir une charte d'axe, un contrat d'axe pour que chacun des partenaires, avec une vision commune, après ça, commence à élaborer avec chacun son champ de compétences. En fin de compte, la réalisation de la vision commune qu'on a de Taschereau. C'est d'exemple pour nous autres. On va avoir une vision commune d'aménagement de Taschereau. Donc, au niveau du schéma puis du plan d'urbanisme de chacune des villes de Longueuil du Bois-Rossard, on devrait s'assurer que la vision commune qu'on s'est entendu au comité d'axe soit mise en place. Donc, est-ce que l'autobus est dans le milieu, est-ce en rive? Est-ce que c'est-tu des bâtiments qui sont rapprochés? C'est-tu un pôle commercial? C'est-tu un pôle résidentiel? Donc, le but du comité, c'est d'élaborer cette vision-là commune du boulevard Taschereau. Et c'est ça. Et tous les systèmes de SRB, comme dit Mme Grosset, c'est un système qui va être évolutif. Donc, on parle toujours de Longueuil 2035. En 2035, on voit des SRB, mais c'est sûr qu'en 2014-15, ça peut être seulement des voies réservées qui vont être à court terme, qui vont être aménagées, mais avec certains aménagements minimaux. Et pour qu'à long terme, quand aussi l'achalandage va être là, parce qu'au début, comme Roland-Terrien, c'est plus ce qu'on appelle plus, à la limite, un bus au niveau de service, donc il va y avoir des circuits, mais peu importe, c'est pour amener un achalandage, pour habituer les gens à prendre un transport collectif dans le corridor, pour quand le métro va arriver, qu'il y ait une habitude de prendre un transport collectif dans ce corridor-là. Donc, mais à court terme, c'est peut-être plus nouveau réservé, comme vous dites, mais à long terme, quand la demande va être là, aussi quand il va y avoir un système peut-être uniformisé au niveau de la CMM ou de l'AMT, avec ces équipements-là, avec, comme on dit tantôt, comme en Colombie qui existe, des systèmes de perception avant d'embarquer dans l'autobus, ça va évoluer vers ça, mais nous, on vous voit on propose une vision 2035. C'est sûr qu'à chaque 5 ans, on va revoir le schéma en conséquence, donc on va toujours actualiser un peu la vision, mais l'ossature de transport collectif qu'on vous présente au concept, c'est vraiment la vision 2035 de l'agglomération qu'on vous propose. Merci beaucoup. Je ne suis pas naïf, je sais que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Je veux juste être sûr que la vision de 2035, c'est justement, on s'en est vers ça. Je vais seulement finir, monsieur. PPU Taschereau, on va vous consulter. 2014, 2013, 2014, donc on travaille vraiment une planification qui est justement dans l'équipe ici de M. Mercil, donc la population. Puis on tentera de faire mieux avec les délais pour la consultation. Vous avez raison, là. Tout à l'heure, votre premier commentaire, là, ça a été fait peut-être dans des délais qui étaient un peu trop tardifs. Je suis très content de savoir qu'il va y avoir un PPU pour Taschereau. C'est bien. Je vais essayer de faire vite. J'ai 3 questions déjà. Je vais terminer avec chemin Chambly versus Roland-Terrien, comme le premier monsieur a souligné. C'est un point qui me tient à cœur parce que j'étudie ce dossier de façon indépendante depuis maintenant 2 ans. J'ai fait beaucoup d'études en, je ne sais pas ce qu'on dit en français, le logiciel ArcGIS. Je fais beaucoup de recherche et d'analyse là-dessus. Je pense que tout le monde, ou la majorité des gens, peuvent s'entendre sur le prolongement du métro jusqu'au moins le cégep. Une station sur Joliette, une station à Saint-Jean, une station en face du cégep, c'est logique. Le tunnel fait déjà face orientée vers cette direction-là, c'est normal. Mais à partir de là, moi, je voudrais rajouter ma voix à ceux qui encouragent le chemin de Chambly pour plusieurs raisons, et je vais les énumérer rapidement. Le chemin de Chambly est plus proche du centre démographique de l'agglomération et de la ville. Le chemin de Chambly est conçu lui-même à une échelle beaucoup plus humaine. La rue est plus étroite, les édifices sont collés les uns aux autres. C'est une artère beaucoup plus urbaine que Roland-Terrien. Quand vous pensez banlieue, vous pensez Roland-Terrien. Quand vous pensez ville, vous pensez chemin de Chambly. Et est-ce qu'on veut vraiment construire un métro dans un quartier à caractère de banlieue? Où la possibilité de redéveloppement est limitée par les maisons unifamiliales et des types de développement du genre. Ensuite, le potentiel de développement, qui est un facteur très important, selon mon analyse, il y a plus d'espace sur chemin Chambly jusqu'à la gare de Saint-Hubert que sur Roland-Terrien, quand vous considérez la place des Ormeaux, la plage à Cartier, le gros stationnement où il y a le Maxi, et tous les terrains vacants le long du chemin de Chambly qui pourraient bénéficier de développement infill, de développement de... Excusez, je ne connais pas le terme en français, mais de développement, boucher les trous, bref. Ensuite,
le boulevard Roland-Terrien est déjà extrêmement large, qui pourrait déjà bénéficier d'un service de bus rapide ou éventuellement peut-être un train léger, tandis que le chemin de Chambly est limité par ses dimensions. Il ne peut pas nécessairement recevoir un train léger où c'est beaucoup plus difficile et dispendieux. Donc, au lieu de... Et là, j'enchaîne un petit peu avec le graphique qui est juste devant moi. Je vois que sous la carte, le chemin de Chambly est identifié comme corridor routier structurant. C'est un corridor où il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup de gens qui utilisent du transport actif. Moi, identifier ça comme un corridor routier structurant, je trouve ça problématique. Quand je pense au boulevard Roland-Terrien, ça serait ça le corridor routier structurant qui a 6 voies de large et parfois même 10 aux intersections, versus le tout petit chemin de Chambly avec ses 2 voies dans chaque direction. Pour moi, vous avez inversé le chemin de Chambly et le boulevard Roland-Terrien. C'est mon opinion et je vais bientôt publier mes findings, les résultats de mon étude. Donc, je vais vous publier ça bientôt. C'est presque fini, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je comprends aussi le besoin d'aller rejoindre le pôle intermodal de l'hôpital et du palais de justice. Si vous proposez un système sur le boulevard Jacques-Cartier que j'appuie à 100 000 à l'heure, ce système-là viendrait rejoindre l'hôpital et le palais de justice versus vous pourriez avoir 2 axes qui rejoignent plus de gens avec un sur chemin Chambly, un puis Roland-Terrien. Encore une fois, dans l'optique de 2035, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Et juste pour terminer, dernier petit commentaire, l'importance d'avoir un réseau et non pas tout vers une direction. Je regarde à Montréal, par exemple, ce qui se passe avec les trains de banlieue. Et Montréal veut vraiment mettre tout le transport collectif vers la gare centrale, vers la gare Lucien-Lallier, au lieu d'avoir un réseau qui couvre tous les espaces avec des centres intermodales. À Montréal, tout s'enligne vers, on se dirige au centre-ville, puis on met tous les œufs dans un panier, si ça se dit en français. Et au lieu d'avoir un réseau où il y a plusieurs zones, plusieurs endroits. Là, je vois sur votre carte, vous l'avez fait en grande partie, je vous félicite, mais je m'interroge sur la pertinence vraiment d'avoir tout sur Roland-Terrien versus peut-être avoir un service sur chemin de Chambly, qui, encore une fois, je ne peux pas croire que c'est un réseau routier structurant. C'est une rue principale. D'ailleurs, moi, je considère que c'est la rue principale de Longueuil en conjonction avec la rue Saint-Charles. Sur ce, merci de votre patience et merci pour votre temps. Et encore une fois, les consultations publiques, c'est un pas dans la bonne direction. Continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Duhasse. Et écoutez, quand vous aurez terminé votre travail que vous êtes en train là, de compléter, ça nous fera plaisir que nos services, de l'envoyer à nos services qui vont en prendre connaissance et qui vont le regarder, le lire avec intérêt. Alors, merci. Oui? Juste avant, Monsieur Aubin, pardon, j'ai oublié de dire tantôt, on vous invite à faire part de vos commentaires, des questions. OK. Jusqu'au 1er septembre, là, sur l'adresse qui apparaît à l'écran. Et sur le site Internet de la Ville, vous avez un site qui est dédié expressément pour ça, ou par la poste, l'adresse qui apparaît à l'écran. Oui, allez-y, M. Aubin. Excusez si on vous a interrompu. Je reviens au boulevard Moïse-Vincent. Ah, bon, donc. Je crois qu'il y a une alternative, que j'avais déjà fait cette suggestion-là. Le long de l'autoroute 30, il y a le boulevard des Promenades, qui arrête au chemin de Chambly, actuellement. Puis le long du boulevard des Promenades aussi, il y a la 2e rue dans le parc industriel Gérard Leclerc. Puis l'autre bord du boulevard Kimber, il y a la rue Armand-Frappier qui est dans le parc industriel de Saint-Hubert. Ce serait possible de réunir le boulevard des Promenades avec la 2e rue, avec la rue Armand-Frappier et aller rejoindre la rue Grande-Allée. À ce moment-là, le boulevard Moïse-Vincent serait inutile. Parce que vous avez déjà des bouts de rue ici. Il s'agirait de les réunir. Puis ça ferait un boulevard le long de l'autoroute 30, qui serait parallèle à l'autoroute 30, comme le boulevard Moïse-Vincent était projeté. Ça permettrait de conserver le boisé entre les résidences et les parcs industriels. Merci beaucoup, M. Aubin. On en prend note et je me souviens effectivement d'avoir entendu ce commentaire-là que vous venez de dénoncer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir?
Donc, bonjour, Lauriane Lynch, j'habite à Saint-Hubert. Je suis également membre de Ciel et Terre. Donc, concernant les milieux naturels, ben en fait, avant, je vais vous féliciter comme tout le monde. Je pense qu'on est, tous ceux qui sont dans la salle sont très contents de voir qu'il y a un beau développement pour le transport collectif, le transport actif et tout ça. Donc, merci. Donc, concernant les milieux naturels, la conservation des milieux naturels, je voudrais savoir sur quels critères vont être déterminés. Là, vous en avez parlé un petit peu pour avoir une ceinture et tout ça. Vous avez parlé un petit peu d'analyse de sol et tout. Mais concernant les milieux humides, vous en avez aussi abordé. Mais vous avez parlé aussi d'essayer beaucoup de prendre les milieux conservés pour en faire des parcs accessibles. Je voulais savoir, pour la conservation des écosystèmes, est-ce que vous pensez que c'est possible de conserver les milieux humides et les habitats des espèces comme la rainette et tout ça en mettant des sentiers? Et comme pour le parc de la Cité, par exemple, il y a beaucoup de milieux d'habitats de la rainette qui ont été détruits pour faire ça. Il y en a aussi qui ont été préservés, il faut le souligner. Mais donc, je voulais savoir, puis concernant le boulevard Moïse Vincent aussi, à côté, monsieur, on a parlé beaucoup. Moi, j'avais juste à côté du boisé, donc je peux vous dire que, excusez-moi, il y a eu, le Ciel et Terre fait l'inventaire de la rainette dans ce boisé-là. Donc, il y en a. C'est un milieu quand même que je pense qu'il est important de préserver. Puis, on sait que même s'il y a juste une partie de ce boisé-là qui va être détruit, le bruit, ça peut grandement affecter la survie de cette espèce-là et de tout l'écosystème qui vient avec, parce que c'est pas seulement la rainette, c'est tout ce qui vient avec, là. Donc, j'aimerais savoir... c'est ça. Alors, merci beaucoup, Madame Lynch. Alors, effectivement, l'étude qui est en cours de caractérisation pour mettre à jour notre étude qui avait été faite en 2005 va nous donner les informations et à ce moment-là, regardez, je pense que c'est là l'importance d'avoir cette consultation-là ce soir. Et je pense qu'à tous les niveaux, on est en train de regarder là, ce qui est dans nos plans puis ce qui est faisable aussi. Oui. Juste ajouter par rapport à la mise en valeur des milieux de conservation. Là, tantôt, j'ai dit qu'on voulait aussi favoriser l'accessibilité de ces accès-là. Il ne faut pas penser qu'on veut en faire des parcs là, à grand déploiement. C'est sûr qu'il y a des précautions et dans notre objectif, on dit bien établir des critères qui nous pourrait permettre de faire ça. Alors, c'est sûr que la priorité, c'est la conservation, mais il y a des aménagements légers qui peuvent être faits là, en bordure de milieux humides. Tu sais, on dit tout le temps que les milieux humides sont disparus parce que la plupart, la grande partie de la population ne savait pas que ça pouvait être important. Donc, on pense que ça peut être important aussi de mettre les citoyens en contact avec un milieu humide, avec la présence de rainettes. Tu sais, si les gens sont capables au printemps d'aller écouter le chant des rainettes, bien, ils vont peut-être avoir une perception différente au cours des années subséquentes. Donc, c'est sûr que c'est des aménagements légers, mais qu'on donne la possibilité aux gens de voir c'est quoi un milieu humide, de voir quelle importance que ça peut avoir, et au lieu de croire que tu sais, c'est un marécage sans intérêt, comme ça a été le cas pendant plusieurs décennies. Merci beaucoup. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? Allez-y, M. Aubin. Il y avait 3 points que je voulais... Là, c'est votre troisième? Oui, c'est le troisième. Concernant les terres agricoles, à l'est de l'autoroute 30, entre le chemin de Chambly et le boulevard Kimber, puis au nord du projet du Faubourg Cousineau, les phases 1 et 2, c'est les terres qui sont en dessous des lignes à haute tension. C'est des terres qui sont zonées résidentielles. Mais par contre, ces terres-là, ils ont toujours été cultivées. Il y en a une qui était sous la protection du territoire agricole jusqu'à tout récemment. Puis là, il a été demandé qu'elle soit dézonée. Ça a été dézoné. Enfin, là, au niveau de la CPTAQ, elle est plus considérée comme agricole. Puis il est question de faire une zone industrielle ici, entre le boulevard Cousineau, le chemin de Chambly, puis à l'est de l'autoroute 30. Moi, je pense que ces terres-là
ont toujours été cultivés. Je crois que ça devrait rester agricole, et que ça devrait être zoné agricole au niveau de la ville. Actuellement, c'est zoné résidentiel, mais ça n'a jamais servi pour la résidence, puis il n'y en a pas question non plus. Dans les derniers règlements de zonage, c'est zoné public. Je ne sais pas à qui ça appartient. Je pense que une partie appartient à l'Hydro-Québec, ou ils appartiennent tous à l'Hydro-Québec, ils sont zonés publics. Ils pourraient être zone agricole, puis ça permettrait de réunir la zone agricole au sud du boulevard Kimber, la zone agricole au nord du chemin Chambly. Merci, Voilà. M. Aubin. Ben, comme vous le savez, après ça, je vais donner la parole à M. Mercil qui connaît grandement ce projet-là. Vous savez que si c'était zoné agricole, c'est qu'il y avait eu une demande du propriétaire pour le zoner agricole en raison de paiement, là, que c'était moins cher de paiement de taxes que d'être dans une zone agricole. Donc, c'était une inclusion agricole. Et toute inclusion, selon la CPTAQ, pardon, qui est une inclusion, peut être exclue de la zone agricole parce que c'était pas des terres qui étaient réservées pour de l'agriculture. Et je vais laisser M. Mercil continuer là, sur ce dossier-là. Oui, puis ce sera pas long. C'est pas mal tout dit de ce qu'il y avait à dire. Donc, le terrain que M. Aubin fait référence, c'était ce qu'on appelle une inclusion agricole. Donc, c'est un terrain qui est en zone urbaine, donc en zone blanche, qu'on appelle. Donc, en 1979, quand le territoire agricole a été créé, ce terrain-là était en zone urbaine, mais vu que le propriétaire était agriculteur à l'époque, il avait demandé d'être réinclus en zone agricole pendant qu'il occupait encore la terre à des fins agricoles. Et on ne parle pas du terrain qui va de l'autoroute 30 jusqu'au cimetière, pour ceux qui connaissent le coin. C'est vraiment une bande de terrain qui fait environ 60 mètres de large, qui allait du chemin Chambly jusqu'à après Cousineau, c'est à Kimber. Et donc, c'est M. Philippot qui avait Philippot, je pense qu'il avait la terre à l'époque, et il a vendu sa terre, il a cessé d'être agriculteur, donc il a vendu sa propriété à un développeur, et lui a demandé que ce terrain soit retiré de la zone agricole parce qu'il voulait le développer à des fins résidentielles. Donc, une première partie qui a été rétrocédée à la zone urbaine qu'on appelle, mais qui est retournée à la zone urbaine parce que c'est pas... Il faut comprendre qu'elle a... Petite parenthèse, donc je ne sais pas si court que ça, en fin de compte. Donc, depuis que le territoire agricole a été constitué en 79 et a été aussi amendé en 82 ou 92, je ne me rappelle plus la date, qu'il y a eu une révision, il n'y a eu aucune... il y a eu une révision du territoire en 92 qui a permis de retrancher certains territoires, mais il n'y a aucune demande d'exclusion du territoire agricole qui a été accordée sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. On a toujours été très sages à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de demandes à fin haute pour les antennes de télécommunications, pour des usages qui ne sont pas nécessairement agricoles, mais le territoire agricole est toujours resté intact et on en est fiers de ça. Donc, la demande que le développeur a faite, c'est que lui, il y avait une terre qui était urbaine, qui a mis temporairement en zone agricole pour des fins fiscales. Et là, maintenant, il lui a redemandé qu'elle redevienne résidentielle pour faire son développement. Donc, une partie qui a été faite il y a 2-3 ans pour le Faubourg Cousineau phase 1. Et là, il restait une bande de terre qui est entre Cousineau et Chemin Chambly, une bande de 60 mètres de largeur, et qu'on a acquiescé à sa demande parce qu'il a demandé que ça redevienne urbain, mais compte tenu que c'était très près des corridors de lignes électriques le long de l'autoroute 30, on a considéré que la vocation résidentielle pour cette bande de terre-là n'était pas adéquate compte tenu de la proximité des lignes hydroélectriques et des dangers que peuvent représenter pour la population, les citoyens, les corridors magnétiques là, associés aux lignes de haute tension électrique, les champs magnétiques, pardon. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour une autre affectation. Et là, il nous restait le commercial et l'industriel pour cette bande-là. Et il y avait compte tenu que l'agglomération est en suroffre commerciale présentement, donc à cause de 10-30 et probablement de Saint-Bruno, donc on ne voulait pas encore rajouter du commercial le long de l'autoroute. Donc, l'option qui est restée, c'était à des fins industrielles. Mais la terre que M. Aubin mentionne, là, qui est cultivée présentement, elle va le demeurer cultivée parce que ça, c'est une terre qui appartient à Hydro-Québec. Hydro-Québec loue ces terres à des particuliers, justement pour empêcher que les arbres poussent sous les lignes hydroélectriques. Donc, le paysage agricole devrait rester tant qu'Hydro-Québec loue ces terres-là à ces agriculteurs-là. Mais compte tenu que c'est depuis la loi qui est écrite que c'est un terrain urbain, on ne peut pas empêcher un propriétaire le droit de faire du développement urbain sur ces terres
quand il nous demande de réinclure son terrain à des fins urbaines. Sur le territoire de l'agglomération, il y a presque 2 ou 3 inclusions agricoles comme ça sur le territoire. Et un résidu de mémoire, elles sont à Saint-Bruno et elles sont associées là, aux résidences, au collège des frères, des religieux, qui sont sur le rang des 25 là, dans la montagne du Mont-Saint-Bruno. Donc, ça clôt. Donc, c'est une terre une terre qui retrouve sa vocation d'origine, mais la vocation agricole du secteur, elle est préservée avec le corridor hydroélectrique, parce que ces terres-là ne seront pas développées à des fins urbaines, parce que Hydro-Québec ne veut pas qu'on construise sous ces terres-là, sous ces lignes-là, pardon. Alors, merci beaucoup, M. Mercier.